Je ne volerai jamais vers la France. Jamais. C'est par ces mots, prononcés avec la froide certitude d'un verdict, qu'un commandant de bord américain, un vétéran respecté de l'une des plus grandes compagnies aériennes du monde, avait scellé sa relation avec notre pays. Pour le capitaine John, un homme dont la vie était une ode à la précision mécanique et à l'efficacité anglo-saxonne, la France n'était pas une destination, c'était une anomalie. Un royaume de grèves imprévisibles, de bureaucratie kafkaïenne et d'une arrogance qu'il jugeait inversement proportionnelle à la productivité. Il voyait notre culture, notre fameux « art de vivre », comme une simple excuse pour le laxisme et le travail fait à la va-vite. Pourtant, le destin, avec son ironie habituelle, allait le contraindre à confronter ses préjugés. Une affectation sur la ligne de Paris, un vol forcé vers cet aéroport de Roissy-Charles de Gaulle qu'il méprisait tant, allait provoquer en lui un séisme. Un choc qui ébranlerait ses certitudes jusqu'aux fondations. Ce qui l'attendait sur le tarmac parisien, au cœur d'une nuit froide et silencieuse, dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. Ce n'était pas une prouesse technologique qui allait le bouleverser, mais la silhouette d'un simple mécanicien et les quelques mots qu'il prononcerait. Une rencontre qui allait graver dans son cœur une vérité inoubliable sur l'âme de la France. Que s'est-il passé cette nuit-là? Restez avec moi, car cette histoire vous donnera peut-être envie, à vous aussi, de mettre tout votre cœur dans les gestes que personne ne voit. Le matin se lève à peine sur l'aéroport international John F. Kennedy de New York. Une brume laiteuse flotte encore sur les pistes, et dans la salle de briefing, l'odeur du café fort se mêle au bruit feutré des pas des pilotes qui convergent pour la réunion matinale. L'atmosphère est habituellement routinière, un ballet bien huilé de professionnels concentrés. Mais ce jour-là, une tension subtile, presque imperceptible, flotte dans l'air. Le capitaine John, 45 ans, 18 ans de service, est l'incarnation de la compétence. Un visage au trait net, un regard d'acier capable de sonder n'importe quel orage sans jamais perdre son calme. Ses collègues le respectent, presque à contre-cœur. Ses vols sont des modèles de perfection, efficaces, ponctuels, et surtout, aussi précis qu'un mouvement d'horlogerie suisse. C'était sa philosophie du pilotage, son héritage. Son père, ancien pilote de l'US Air Force, lui avait inculqué ce credo dès son plus jeune âge. Le pilotage, c'est le contrôle parfait de la machine. L'émotion est un parasite. John avait grandi dans l'ombre de ce père exigeant, gravant chaque mot dans son esprit. Sa vie privée était un havre de paix, avec sa femme Suzanne et ses 2 enfants, mais au travail, il était intransigeant. Le moindre écart, la moindre imperfection, était pour lui une faillite personnelle. Ce matin-là, Antoine, le chef des opérations, un Français expatrié depuis 20 ans mais qui n'avait rien perdu de son accent chantant, monte sur l'estrade pour la lecture du planning de vol. Ligne de Singapour. Capitaine Miller. Ligne de Tokyo. Capitaine Davis. Les noms s'égrènent. John, tête baissée sur son agenda, prend des notes d'un air détaché. Ce devait être une réunion sans surprise, une formalité. Et enfin. Pour la nouvelle rotation du 15 mars sur Paris-Charles de Gaulle. Antoine déglutit. Un silence bref, mais lourd de sens, traverse la salle. J'ai pensé au capitaine John. À cet instant, l'air de la pièce semble se solidifier. Tous les regards convergent vers John. Ce ne sont pas des regards d'admiration, mais un mélange étrange de pitié et de compassion. À côté de lui, son ami Marc laisse échapper un léger sifflement. Le silence gêné s'étire pendant quelques secondes insupportables. Le pauvre, murmure une voix, parfaitement audible dans le calme soudain. John fronce les sourcils, déconcerté. Pourquoi cette réaction? Est-ce une route dangereuse? Un problème technique récurrent? Il ne comprend absolument pas l'étrangeté de l'atmosphère. À la fin de la réunion, il rattrape Antoine, le vétéran, l'homme qui, après 30 ans de vol, devait certainement savoir quelque chose. Antoine, je peux vous parler 1 minute? Antoine s'arrête et se retourne lentement. Son visage exprime une sorte de résignation lasse, comme s'il s'était attendu à cette conversation. Il pousse un profond soupir, son regard plongé dans celui de John.
C'est à propos de Paris, n'est-ce pas? Dit-il, devançant la question d'un ton qui suggère qu'il a déjà répondu 100 fois. Oui. Pourquoi tout le monde me regarde comme si j'allais à l'échafaud? Il y a un problème avec cette ligne? Antoine s'approche d'une fenêtre donnant sur le tarmac. Au loin, les avions décollent dans un balai incessant, leur rugissement parvenant jusqu'à eux, assourdis. Après un instant, il parle, sa voix basse. John, il faut que tu saches. Le vol pour Paris n'est comme aucun autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus de turbulences? Le contrôle aérien est un cauchemar? Antoine secoue la tête. Non, non. Rien de tout ça. Techniquement, ce n'est pas un problème. On pourrait même dire que c'est l'un des contrôles les plus raffinés au monde. Mais, d'une certaine manière, c'est une ligne très dangereuse. John fronce les sourcils. Ces paroles contradictoires. Raffiné et dangereux? Quel sens cela pouvait-il avoir? Le visage d'Antoine est empreint d'une complexité indéchiffrable. Les mots ne peuvent pas l'expliquer, continue-t-il. On ne peut pas comprendre sans l'avoir vécu. Tout ce que je peux te dire, c'est que ceux qui volent régulièrement sur Paris, soit ils ne supportent pas cette atmosphère si particulière et la fuient. Il marque une pause, son expression devenant énigmatique. Point, soit ils ne peuvent plus s'en passer. Mais de quoi parlez-vous? Je sais que tu ne vas pas me croire, John. Mais la ligne de Paris, elle change quelque chose en nous. C'est ça, le danger. Antoine se détourne pour regarder à nouveau par la fenêtre. Je ne sais pas lequel des deux tu deviendras. Mais une chose est sûre. Tu ne reviendras pas tout à fait le même. Cette phrase résonne étrangement dans l'esprit de John. Changer quelque chose en lui? Ce n'est ni la technique, ni le contrôle. C'est donc un facteur qu'il ne peut même pas concevoir. Le soir même, chez lui, il ouvre son ordinateur et commence ses recherches. Les avis sur l'aéroport de Roissy, le contrôle aérien français, la mentalité des Français. Sur l'écran, une litanie de clichés et de plaintes, grève, service client méprisant, lenteur administrative, complications. Chaque article, chaque forum, confirme ses pires préjugés. Dans le salon, il entend le bruit de sa femme Suzanne qui débarrasse la table. Il regarde l'écran, un soupir las lui échappe. Suzanne, tu as une minute? Bien sûr, chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Demande-t-elle en passant la tête par l'embrasure de la porte de la cuisine. Je vais à Paris le mois prochain. Oh, mais c'est merveilleux. C'est la ville de l'amour, non? La gastronomie, les musées. John esquisse un sourire amer. Honnêtement, ça ne m'enchante pas. Les Français. Ils sont l'antithèse de la logique. Toujours en train de se plaindre, de faire grève pour un oui ou pour un non. Tout est prétexte à ne pas travailler. Cette passion excessive qu'ils mettent en tout, ça me semble juste. Amateur. Suzanne, surprise, ne dit rien. John poursuit, les yeux fixés sur son écran. On dit qu'ils placent leurs relations personnelles et leurs états d'âme au-dessus des règles. Tu ne trouves pas que c'est l'ennemi de l'efficacité? Si seulement ils pouvaient penser de manière plus rationnelle, comme nous. Mais avoir de la passion n'est pas une mauvaise chose, John, dit doucement Suzanne. Être passionné et être non professionnel, ce sont deux choses différentes. Mélanger l'émotion et le travail ne fait que brouiller les pistes, répond-il sèchement. C'est une culture que je ne comprends pas. Pour John, la France est une énigme, une aberration. Pourquoi prendre autant de gants? Pourquoi privilégier le contact humain à la logique pure et implacable? Pour cet homme élevé dans le culte de l'efficacité américaine, cette fameuse « exception culturelle française » n'est qu'un paravent pour le manque de rigueur. Plus la date du départ approche, plus son malaise grandit. La réaction étrange de ses collègues, les paroles sibyllines d'Antoine, et ses propres préjugés tenaces. Tout cela se mêle pour créer une appréhension singulière. Le matin du départ, John ajuste son uniforme devant le miroir.
insigne impeccable, cheveux parfaitement coiffés. C'est le John de tous les jours. Il prend une profonde inspiration. Fais ton travail comme d'habitude. C'est tout. À l'aéroport, juste avant l'embarquement, son copilote, Marc, un excellent aviateur de 35 ans avec qui il a souvent volé, s'approche de lui, l'air visiblement tendu. « Capitaine, tout est prêt », dit Marc, sa voix trahissant une légère nervosité. « Tout va bien, Marc. »« On fait comme d'habitude », répond John d'un ton qu'il veut rassurant, mais il sent sa propre voix se raidir. Le vol se déroule sans encombre. L'immensité de l'Atlantique, puis le survol de l'Europe. Pendant ces longues heures, John ne cesse de penser à la France. Que allait-il trouver sur cette terre qu'il imaginait si chaotique? Et quel était ce fameux « changement » dont parlait Antoine? Enfin, l'avion pénètre dans l'espace aérien français, la zone d'information de vol de Paris. Et c'est à cet instant précis que John ressent le premier frisson, la première fissure dans son armure de certitude. Ce n'est pas un problème technique. C'est quelque chose d'impalpable, comme la texture même de l'air. American Eagle 316, ici Paris Control, bonjour. Maintenez le niveau de vol 320. Le ciel de Paris vous accueille. La voix du contrôleur est d'une clarté surprenante. Le ton est professionnel, précis, mais ce qui frappe John, c'est son incroyable courtoisie. Elle n'est ni mécanique, ni faussement décontractée. C'est la voix d'un homme qui vous parle avec une sorte de raffinement naturel, une élégance qui inspire une confiance immédiate. C'est radicalement différent du ton sec et purement fonctionnel des contrôleurs américains. Reçu, maintenons 320. American Eagle 316, répond John. Ensuite, il entend les instructions données aux autres appareils. Air France, Lufthansa, British Airways. Il est stupéfait. Tous les avions sont guidés avec une harmonie parfaite. Ce ne sont pas des ordres aboyés et des confirmations robotiques, mais une sorte de conversation chorégraphiée. Chaque appareil semble glisser dans le ciel avec une fluidité déconcertante, sans le moindre heurt, la moindre précipitation. Une telle densité de trafic gérée avec une telle sérénité. John n'a jamais rien connu de tel. Il écoute les échanges radio, fasciné. Chaque instruction est concise, mais empreinte d'une sorte de considération pour le pilote. Jamais un mot plus haut que l'autre, jamais un ton pressant. Et pourtant, le flux global est d'une efficacité redoutable. L'efficacité et l'élégance, que John croyait incompatibles, coexistent ici avec une facilité déconcertante. American Eagle 316, virez à droite, cap 230. Vous êtes à 80 km de Charles de Gaulle. Reçu, cap 230. John échange un regard avec Marc. La même stupéfaction se lit sur le visage de son copilote. Tu entends ça? Murmure John. Un trafic pareil géré avec une telle fluidité. C'est incroyable, capitaine, répond Marc. On dirait qu'ils dansent tous ensemble. Comme s'ils prenaient soin les uns des autres. L'expression est juste. Ce n'est pas le chaos, mais l'harmonie. Pas la compétition, mais la coopération. Le ciel entier semble fonctionner comme une grande et élégante mécanique de précision humaine. L'approche finale commence. C'est normalement le moment le plus tendu. Mais la voix du contrôleur a quelque chose d'étrangement apaisant. Pas d'anxiété, pas d'agacement, pas de froideur mécanique. Juste une confiance tranquille et une bienveillance palpable. American Eagle 316, vous êtes autorisé pour l'approche finale, piste 27 droite. Le vent est calme. Bienvenue à Paris. Autorisé à l'atterrissage, piste 27 droite. American Eagle 316. L'avion touche la piste dans un baiser parfait. Au moment où les pneus entrent en contact avec le sol français, John est envahi par une sensation étrange. Techniquement, l'atterrissage est identique à celui de n'importe quel autre aéroport. Alors pourquoi ce sentiment de confort? Une sorte de quiétude inexplicable, comme s'il venait de rentrer à la maison. Le passage au contrôle au sol se fait avec la même grâce. Le guidage vers le point de stationnement,
tout est fluide, sans jamais donner l'impression d'être pressé. Chaque instruction semble pensée pour le bien-être de l'équipage. American Eagle 316, dirigez-vous vers le point de stationnement C6. Et bon repos à vous, messieurs. Cette dernière phrase surprend John. Bon repos. Une touche d'humanité chaleureuse glissée au milieu d'une communication purement technique. Ce n'est pas une simple formule de politesse, il peut sentir la sincérité derrière les mots. L'avion atteint sa porte. Les moteurs s'éteignent. John retire son casque et regarde par le hublot. Les agents de piste sont déjà en position. En observant leurs mouvements, John retient son souffle. Quelle coordination! Chaque geste est fluide, naturel, sans effort superflu. Mais ce n'est pas la synchronicité robotique d'une équipe surentraînée. C'est autre chose. C'est une vitalité humaine, une sorte de fierté tranquille dans chaque mouvement. Marc, regarde-moi ça, dit John. Quoi donc? Leurs gestes. C'est si fluide. On dirait des artisans qui connaissent leur métier sur le bout des doigts. Marc se penche et écarquille les yeux. C'est vrai. Et ils ont l'air contents d'être là. Pas une once de fatigue ou d'ennui. C'est exactement ça. Ni précipitation, ni lenteur. Tout s'enchaîne au bon moment, au bon rythme. C'est donc ça, la façon de travailler des Français? Un premier doute s'insinue dans l'esprit de John. En descendant de l'avion, le personnel au sol ne lui offre pas un salut militaire rigide, mais un hochement de tête sincère et un sourire franc. Cette interaction naturelle l'arrête un instant. Il sent une chaleur authentique dans cet accueil, sans aucune barrière hiérarchique. Bienvenue à Paris, capitaine. Bon séjour, lui lance un agent dans un anglais parfait, le regard honnête. Merci, répond John, surpris de la douceur de sa propre voix. En pénétrant dans le terminal de l'aéroport, la surprise continue. C'est propre, lumineux, et animé d'un mouvement perpétuel mais ordonné. Personne ne court, mais personne ne traîne. Tout s'écoule avec une énergie palpable. Une atmosphère de ruche affairée et pourtant sereine. Le lendemain, John a l'opportunité de visiter le centre de contrôle des opérations de Roissy, dans le cadre d'un programme d'échange entre sa compagnie et Air France. En entrant dans la salle, il est saisi. Un mur d'écran gigantesque affiche des myriades de points lumineux, chaque point étant un avion. Les contrôleurs, les yeux rivés sur plusieurs moniteurs à la fois, dirigent ce ballet aérien avec la précision de chefs d'orchestre. Mais ce qui le marque le plus, c'est leur expression. De la tension, oui, mais pas d'anxiété. De la concentration, mais aussi une certaine aisance. De temps en temps, un regard complice, un mot échangé avec un collègue. Un contrôleur senior, un homme d'une 50aine d'années à l'allure bienveillante, s'approche de lui. Capitaine John, bienvenue. Votre atterrissage d'hier était remarquable. Très doux. Nous avons apprécié. C'est votre guidage qui était exceptionnel, répond John, avec une sincérité qui le surprend lui-même. Le contrôleur sourit. Nous visons l'efficacité, bien sûr. Mais c'est pour une raison simple, permettre à chaque voyageur de rentrer chez lui en toute sécurité. Notre responsabilité est de créer un ciel où les pilotes peuvent travailler sereinement. Cette phrase le percute de plein fouet. Pas l'efficacité pour l'efficacité. L'efficacité pour que les gens rentrent chez eux. La nuance est colossale. Jusqu'à présent, pour John, l'efficacité était une fin en soi, une vertu mécanique. Mais ce que cet homme décrit est différent. C'est une efficacité qui prend sa source dans le respect de la vie. Je peux vous poser une question? Demande John. Je vous en prie. Comment faites-vous pour que votre contrôle soit si calme? Même dans les moments de pointe, vos voix ne trahissent aucune panique. Et tout semble si parfaitement coordonné. Le contrôleur réfléchit un instant. S'énerver n'a jamais amélioré une situation. Au contraire, cela crispe tout le monde. Alors, nous avons l'habitude de penser les uns aux autres.
Il ne s'agit pas de supprimer l'émotion, mais de l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire ? C'est de l'empathie, tout simplement, répond le contrôleur avec une franchise désarmante. Un pilote qui traverse un océan pendant 10 heures est fatigué. Si on lui aboie des ordres avec une voix stressée, on ajoute à sa charge mentale. Alors on se met à sa place. Quel ton le rassurera ? Quelle instruction l'aidera le mieux ? Il n'y a pas que la technique. Il y a le cœur. John reste sans voix. Voilà donc l'attitude des Français face au travail. Derrière la technique, il y a un cœur qui bat. Cet après-midi-là, seul dans sa chambre d'hôtel, John réfléchit. Par la fenêtre, les rues de Paris, grouillantes mais organisées. Entre les immeubles haussmanniens, le toit coloré d'une église. Une ville où le passé et le présent coexistent avec une évidence naturelle. Marc frappe à la porte. « Capitaine, je peux entrer ? » « Oui, bien sûr. » Marc s'assoit. « Alors, capitaine. Que pensez-vous de la France, finalement ? » John marque une pause. « Honnêtement, Marc. Je suis perdu. Avant de venir, je pensais que c'était un pays de fainéants arrogants. Mais depuis que je suis là, c'est différent. Il y a une humanité, une chaleur, qui n'est pas juste une façade. C'est sincère. Je ressens la même chose, dit Marc. Le sourire des agents de piste, le ton des contrôleurs, l'accueil du personnel. Il y a une gentillesse, une politesse que je ne saurais décrire. Oui, dit John, le regard perdu vers l'horizon. Je crois que je commence à comprendre ce que voulait dire Antoine. Un silence s'installe, mais un silence confortable, un silence de compréhension partagée. Cette nuit-là, John ne trouve pas le sommeil. Le décalage horaire n'est pas le seul coupable. Les mots du contrôleur tournent en boucle dans son esprit. Pour que les gens rentrent chez eux. Il y a le cœur. Ces mots ébranlent tout ce en quoi il a toujours cru. La leçon de son père, le contrôle parfait de la machine, sans émotion. Mais ce qu'il a vu ici, c'est l'exact opposé. La technique habitée par le cœur. À 2 heures du matin, John quitte sa chambre. Puisqu'il ne peut dormir, autant marcher. L'hôtel est proche de Roissy. Il se dirige vers l'aéroport, sous un léger crachin. Même au cœur de la nuit, le lieu est vivant, vibrant d'une énergie silencieuse. Après avoir obtenu une autorisation, il marche sur le tarmac. Et c'est là qu'il assiste à la scène qui va tout changer. Un mécanicien est agenouillé sous le ventre d'un Airbus. Seule la lumière de sa lampe frontale perce l'obscurité. En s'approchant, John le voit inspecter méticuleusement une minuscule rayure sur le train d'atterrissage, la consignant sur une tablette. C'est un homme d'une 40aine d'années, en bleu de travail. Une si petite égratignure. Ça nécessite vraiment toute cette attention ? Demande John à voix basse. L'homme sursaute, lève la tête, surpris. Puis, il essuie ses mains sur un chiffon et esquisse un sourire simple. « Oui, monsieur, dit-il poliment, avec un accent français prononcé. Elle est petite, c'est vrai. Mais je ne pourrais pas dormir si je la laissais comme ça. » Son anglais est simple, mais ses mots sont clairs. Chaque personne dans cet avion, c'est la famille de quelqu'un. Et tout le monde doit rentrer à la maison. Cette phrase, et la sincérité absolue dans son regard, laissent John sans voix. Il est 2 heures du matin. Personne ne le surveille. Il pourrait bâcler son travail, personne n'en saurait rien. Mais il ne le fait pas. C'est précisément parce que personne ne le regarde qu'il se doit d'être irréprochable. Pour sa propre conscience. Cette attitude frappe John en plein cœur. « Vous faites ce métier depuis longtemps ? » demande-t-il. 20 ans, répond le mécanicien en souriant, presque gêné. C'est tous les jours la même chose. Mais quand je pense à tous ces gens qui partent en vacances, ou qui rentrent voir leurs proches, je ne peux pas me permettre d'être négligent. Rentrer à la maison. Ces mots résonnent de nouveau. Pour John, le travail a toujours été une tâche à accomplir.
De manière parfaite, efficace, précise. Mais pour cet homme, le travail est une mission. Une promesse faite à des inconnus. Excusez ma question, dit le mécanicien, mais vous êtes pilote? Oui. Je suis le capitaine de l'avion américain qui est arrivé hier. L'homme, qui se présente comme s'appelant Marcel, lui tend une main calleuse. Merci, capitaine. Merci de les amener en sécurité. Nous, au sol, on admire votre travail, là-haut dans le ciel. John lui serre la main, une chaleur intense montant dans sa poitrine. Cet homme est fier de son travail, mais ce n'est pas une fierté arrogante. C'est une fierté humble, ancrée dans le sens des responsabilités et la bienveillance. C'est moi qui vous remercie, dit John, et les mots viennent du plus profond de son être. C'est grâce à votre conscience que nous pouvons voler l'esprit tranquille. Ils discutent un moment. Marcel lui parle de sa fille, qui veut elle aussi travailler dans l'aéronautique. Il lui a appris l'importance de ce métier. Fais ton travail pour qu'il soit digne de toi. Même si personne ne te voit, le ciel te voit. Et ton cœur te voit. C'est ça, être un homme. Ces mots se gravent dans l'esprit de John. Même si personne ne te voit, ton cœur te voit. Serait-ce cela, l'essence de l'éthique de travail française? En repartant, il observe d'autres techniciens qui travaillent en silence dans la nuit. Personne ne se presse, mais personne ne flâne. Ils s'interpellent parfois, l'ambiance est détendue mais studieuse. L'un lustre un hublot, l'autre vérifie la pression d'un pneu. Chacun à son poste, accomplissant sa tâche avec une application totale. John s'arrête et contemple cette scène. C'est peut-être ça, la vraie perfection. Non pas la précision froide d'une machine, mais la minutie chaleureuse d'un artisan. Derrière la technique, il y a bien un cœur. C'est donc ça, le fameux danger dont parlait Antoine. La perfection à laquelle il croyait, celle de la machine, de l'efficacité pure, exclusive de toute émotion, c'était la philosophie de son père. Mais la perfection qui existe ici est d'une autre nature. C'est une perfection humaine, née de la passion pour le travail bien fait et de l'empathie pour autrui. Il prend conscience de cette différence. Et une fois qu'on en a pris conscience, impossible de revenir en arrière. Voilà le danger. Voir ses valeurs s'effondrer. Découvrir que ce que l'on croyait juste n'était qu'une vérité partielle. Le choc est bien réel. Sur le chemin du retour vers l'hôtel, John lève les yeux vers le ciel de Paris. Les innombrables lumières de la ville scintillent dans la nuit. Derrière chacune de ces lumières, il y a des vies. Et chacun de ces gens, il en est maintenant convaincu, vit probablement comme Marcel. Avec cœur. Le lendemain, pendant la préparation du vol retour, un imprévu survient. Une erreur dans le chargement des plateaux repas. Il en manque une trentaine. Normalement, c'est le genre de situation qui déclenche des foudres, des récriminations, des recherches de coupables. Le départ risque d'être retardé, les passagers vont être mécontents. Mais la réaction du personnel français est stupéfiante. Le responsable se précipite, le visage sincèrement désolé. Il ne cherche aucune excuse. Capitaine, je suis absolument navré. C'est notre erreur, nous en assumons l'entière responsabilité. Toutes nos excuses. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils n'attendent pas passivement des ordres. Ils font preuve d'une créativité et d'une ingéniosité remarquables, ce fameux « système D ». En un quart d'heure, non seulement ils ont trouvé des plateaux de remplacement, mais ils ont aussi fait livrer des boîtes de macarons et des viennoiseries d'une boulangerie voisine en guise de compensation. Pendant tout ce temps, personne ne se rejette la faute. Toute l'équipe se concentre sur une seule chose, résoudre le problème le plus vite et le mieux possible. Et avant le départ, le responsable revient s'excuser une dernière fois. Je tenais à m'assurer que tout était en ordre. Nous avons rattrapé le temps perdu, vous partirez à l'heure. Encore une fois, pardon pour ce désagrément. Excellent vol à vous. Cette attitude, cette façon de s'approprier le problème pour le résoudre avec élégance, fait honte à John. En Amérique, on aurait cherché un coupable. Ici,
on a cherché une solution. Il comprend alors que le plus important n'est pas la perfection du système, car tout système peut faillir. Le plus important, c'est l'intelligence et la sincérité des hommes pour corriger ces failles. Merci, dit John, sincèrement. Votre réactivité a été impressionnante. Vraiment. Le responsable sourit, soulagé. Le principal, c'est que vos passagers soient satisfaits. Ce petit incident est le catalyseur final. L'erreur est humaine. C'est la façon de la réparer qui révèle la grandeur d'âme. Assis dans le cockpit, John prend une profonde inspiration. Mark, à côté de lui, procède à la checklist. John regarde par le hublot. Les agents de piste leur font de grands signes de la main, le visage illuminé d'un sourire. Il comprend maintenant que ce n'est pas un geste mécanique. C'est un souhait sincère. La voix courtoise du contrôleur résonne dans son casque. Au loin, les mécaniciens effectuent une dernière inspection, vérifiant des détails que personne ne verra jamais. Tout est fait pour l'humain. Par l'humain. Même quand personne ne regarde. Mark, dit John. Oui, capitaine? Cet endroit. Il a une âme, n'est-ce pas? Mark le regarde, surpris. Venant de vous, capitaine, c'est inattendu. John sourit. J'avais des préjugés. Mais il faut voir, il faut parler aux gens pour comprendre. Ce n'est pas de la comédie. C'est réel. American Eagle 316, veuillez confirmer que vous êtes prêt au départ, dit la voix du contrôleur. Prêt au départ, American Eagle 316, répond John. Reçu. Piste 27 gauche, autorisé au décollage. Je vous souhaite un excellent vol. Cette dernière phrase fait vibrer quelque chose en John. Je vous souhaite un excellent vol. Pas une formule. Une prière. Un vœu sincère. Reçu. Et merci, répond John, sa voix chargée d'une chaleur nouvelle. L'avion s'élance. En prenant de la vitesse sur la piste, John regarde une dernière fois cet aéroport de Roissy, qui lui semblait être l'antichambre de l'enfer et qui lui apparaît maintenant comme un lieu vibrant d'humanité. L'avion quitte le sol. Sous lui, Paris et sa banlieue déploient leur tapis de lumière, une galaxie scintillante. Au revoir, Paris, murmure-t-il. Je reviendrai. L'avion monte à travers les nuages, révélant un ciel constellé d'étoiles. John tient le manche, rempli d'un sentiment de plénitude. Quelque chose a changé. Définitivement. La définition même de la perfection a été bouleversée. Il n'y a pas que la technique. Il y a le cœur. Il n'y a pas que l'efficacité. Il y a la chaleur. De retour à New York, l'attitude de John au travail n'est plus la même. Le changement est subtil, mais réel. Il est plus courtois avec Mark, plus respectueux dans ses réponses au contrôleur. Un jour, lors d'un vol, Mark commet une petite erreur. Autrefois, John l'aurait foudroyé du regard. Cette fois, il dit calmement, ça arrive, Mark. L'important, c'est de s'en rendre compte et de corriger. Quelques semaines plus tard, le nouveau planning de vol est publié. John le parcourt, le cœur battant légèrement plus vite, à la recherche d'un mot. Quand il le trouve, un sourire se dessine sur ses lèvres. Une nouvelle rotation sur Paris le mois prochain. Il prend son stylo et entoure la ligne. Il n'a plus peur. Au contraire, il a hâte de retrouver cette atmosphère, de revoir ces gens qui travaillent avec leur cœur. Le soir, il appelle sa femme. Suzanne, je retourne à Paris le mois prochain. Ah bon? Mais tu disais que... J'avais tort, l'interrompt-il doucement. La France est un pays merveilleux. Les gens sont beaux. Dans leur façon de travailler, dans leur gentillesse. Ils ne considèrent pas leur travail comme une simple tâche, mais comme une responsabilité envers les autres. Même quand personne ne les regarde. Il y a un silence à l'autre bout du fil. Je suis contente pour toi, chérie, dit Suzanne. Moi aussi,
répond John en regardant par la fenêtre. Moi aussi, je veux changer. Je ne veux plus être juste un technicien. Je veux piloter avec mon cœur. Le ciel de New York lui paraît différent ce soir-là. Plus lumineux. Le monde n'a pas changé. C'est son regard qui a changé. Les mois passent. Une chose étrange se produit. De plus en plus de pilotes se portent volontaires pour la ligne de Paris. Intrigués par l'histoire de John, ils veulent voir par eux-mêmes. La ligne autrefois redoutée devient l'une des plus prisées. Et ceux qui en reviennent disent tous la même chose, j'ai changé. Ma façon de voir le monde a changé. Le danger dont parlait Antoine était en fait le plus beau des cadeaux. Aujourd'hui, John vole vers Paris chaque mois. C'est son pèlerinage. À chaque fois, il rend visite à son ami Marcel, le mécanicien. Ils parlent de tout et de rien, deux hommes de cultures différentes, unis par un respect mutuel et une même philosophie. Le travail n'est pas une obligation, c'est une affaire de conscience. C'est un lien entre les hommes. Assis dans son cockpit, survolant l'océan, John tient le manche. Il pense aux centaines de vies qui lui sont confiées. Je vais prendre soin de chacun d'entre vous comme de ma propre famille, se dit-il. Avec technique et avec cœur. Car lorsque la technique et le cœur s'unissent, la véritable perfection naît enfin. Et vous? Mettez-vous du cœur dans votre travail? Même lorsque personne ne vous regarde, agissez-vous avec cette conscience, cet honneur? La France, avec ses défauts et ses contradictions, possède un trésor invisible. Un trésor de savoir-faire, d'humanité et de passion. Et ce trésor a le pouvoir, au-delà des frontières, de changer les cœurs. Racontez-nous dans les commentaires